Dans cette vidéo Excel, nous allons mettre en pratique des notions pour débuter avec Excel que nous avons déjà apprises au travers de différents supports proposés sur le site. L'objectif, à partir d'un classeur constitué de 4 feuilles, sur les 3 dernières feuilles, nous avons déjà du texte sans mise en forme, et sur la première, nous n'avons strictement rien, et d'obtenir le résultat proposé sur un classeur final dans lequel nous avons des tableaux qui sont construits, mis en forme, avec des calculs simples qui sont réalisés et opérationnels. Donc, l'objectif de cette formation est de pouvoir construire des tableaux, les mettre en forme, d'acquérir tous les automatismes qui permettent d'optimiser ces opérations et de mettre en pratique ensuite les calculs avec différentes formules et automatismes là encore. Souvenez-vous du raccourci clavier dans Excel Contrôle Tabulation qui permet de basculer instantanément d'un classeur ouvert à un autre. Sur la première feuille de ce classeur relevé de banque, l'objectif est donc d'obtenir le résultat suivant en partant d'une feuille vierge. Nous devons donc commencer par effectuer la saisie du tableau en constatant dans un premier temps que le titre du tableau relevé de banque est mis en forme, qu'il est aussi centré sur une largeur de 5 colonnes, la largeur du tableau. Nous allons donc utiliser une fusion de manière à fusionner les cellules pour le titre, et puis nous passerons ensuite à la conception du tableau avec les bons automatismes. CTRL TAB, nous sélectionnons la cellule B3 et nous commençons la saisie. Intéressant, nous allons valider cette saisie non pas par la touche Entrée, mais par le raccourci clavier CTRL Entrée. Cette astuce permet de valider une cellule tout en la conservant active. Dans la foulée, je sélectionne ma cellule avec l'ensemble des cellules sur lesquelles je souhaite fusionner ce titre. Une fois la sélection réalisée, nous cliquons sur le bouton Fusionner et centrer, les 5 cellules deviennent une seule et même cellule et le texte est centré sur la cellule résultante. Nous n'avons plus qu'à réaliser la mise en forme en attribuant une couleur de police, une couleur de fond avec un vert légèrement plus foncé, nous mettons le texte en gras et nous augmentons la taille de la police, tout ça avec les outils du ruban accueil dans les différentes sections alignement, police. Puis, nous allons attribuer une bordure extérieure épaisse à cette sélection, car les sélections dans Excel, les bordures, s'appliquent bien aux sélections, nous y reviendrons, cette notion est importante. CTRL TAB pour aller visualiser le modèle, nous remarquons que ensuite nous commençons la saisie du tableau. Cette saisie est effectuée là encore sur une cellule qui au final est fusionnée sur une largeur de 4 cellules. Nous allons commencer la saisie normalement, 2 lignes plus bas, puis, comme tout à l'heure, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL Entrée pour conserver la cellule active. Nous savons que nous devons la mettre en gras et que nous allons ensuite la fusionner sur une largeur de 4 cellules. Si nous revenons sur le modèle, nous constatons que nous avons bien une mise en forme qui correspond. Nous devons saisir juste à côté le solde du relevé de banque à cette date, 3723,28, 3723,28. Nous utilisons le point du pavé numérique qui, dans les versions françaises, dans Excel, est transformé en virgule. Nous validons par CTRL Entrée, nous constatons sur le modèle que la police a été agrandie à 14, que le texte a été mis en gras et que la couleur de police a elle aussi changé. Nous allons donc réaliser ces opérations de mise en forme. Nous attribuons la dernière couleur de police utilisée, donc il n'est pas nécessaire de dérouler l'outil. Nous mettons en gras et nous forçons la taille des caractères à 14. Nous pouvons la saisir ou encore la sélectionner directement avec la liste déroulante. Nous constatons aussi que ce montant est accompagné du symbole de la devise euro, très important ici. Une unité de mesure ou une devise ne doit jamais être saisie dans une cellule. Le risque est de transformer la cellule en texte, c'est-à-dire un nombre accompagné d'un texte. Nous devons appliquer un format lorsque nous devons mettre en forme une valeur numérique avec, encore une fois, une devise ou une unité de mesure comme le kilogramme, le millilitre, etc.
Pour appliquer le format par défaut dans Excel, nous cliquons sur ce bouton Format nombre comptabilité. Et vous voyez que par défaut, pour les versions d'Excel européennes, nous obtenons bien la devise euro. Nous nous soucierons des bordures plus tard, nous devons maintenant nous occuper des titres de ce tableau, rien de plus simple. Il s'agit de saisir et de mettre ensuite les textes en gras, date, opération, débit, etc. sur la cellule du dessous. Date, opération. Utilisez la touche tabulation du clavier pour passer à la cellule suivante située sur la droite. Débit, tabulation, crédit, et la dernière, qui doit être la colonne solde, CTRL-TAB, pour passer d'un classeur à un autre. La touche Entrée dans Excel, par défaut, permet d'activer la cellule du dessous. La touche Tabulation permet d'activer par défaut la cellule située sur sa droite. Donc deux raccourcis intéressants pour effectuer de la saisie de tableaux au kilomètre. Comme toutes ces cellules sont en gras, il suffit de les sélectionner à la souris, ensemble, puis, pour optimiser les opérations, de cliquer sur le bouton G du ruban accueil. Lorsque nous revenons sur le modèle, nous constatons que les deux premiers titres, comme il s'agit ici d'une colonne de texte, sont alignés à gauche. En l'occurrence, le titre date pourrait être aligné à droite. Par contre, les trois suivants, comme il s'agit de colonnes numériques, sont alignés comme les nombres par défaut dans Excel, c'est-à-dire sur la droite de la cellule. Donc, nous allons sélectionner ces trois cellules, choisir l'alignement à droite grâce au bouton du ruban accueil, et tant qu'à faire, nous allons changer un peu du modèle, nous pouvons faire de même pour la colonne date. Ensuite, il s'agit de répliquer la saisie de ce tableau, donc logiquement, avec une feuille imprimée, nous devons reproduire ces saisies en les suivant à l'œil. Ici, nous allons les copier et les coller sans la mise en forme. Ça veut dire que quand nous collons, nous choisissons de ne coller que les valeurs. Nous simulons l'action de saisie que nous aurions dû faire au clavier. Lorsque nous reprenons notre modèle, vous voyez que petit à petit, nous nous rapprochons effectivement du résultat demandé. Il manque encore pas mal de mise en forme. En ce qui concerne la première colonne, comme il s'agit de nombres, ils sont bien alignés à droite. La seconde colonne, la deuxième colonne plutôt, il s'agit de textes, donc ils sont bien alignés à gauche. Et concernant les trois dernières colonnes, nous avons bien des nombres qui sont alignés à droite. Ils doivent être formatés en euros. Encore une fois, comme il s'agit de nombres sur lesquels nous devons continuer de pouvoir faire des opérations, nous ne devons pas saisir les symboles dans les cellules, mais appliquer un format monétaire. Soit vous cliquez directement sur le bouton Format nombre comptabilité du ruban accueil, groupe nombre, soit au clavier, et c'est une astuce, vous réalisez le raccourci CTRL-M. Ces raccourcis sont d'ailleurs rappelés dans un support sur le site concernant les raccourcis clavier et les astuces dans Excel. Et vous voyez que nous obtenons bien le résultat du formatage des données numériques. Concernant les bordures, il s'agit maintenant de reproduire celles que présente le modèle. Comme vous le remarquez, nous avons des bordures épaisses partout, qui permettent d'encadrer ici chaque colonne. Par contre, il n'y a pas de quadrillage interne. Ça veut dire pas de séparation horizontale. Souvenez-vous qu'une bordure s'applique à la sélection. Ainsi, si vous sélectionnez ces deux cellules et que vous appliquez une bordure épaisse, en l'occurrence Excel par défaut dans son bouton nous propose la dernière que nous avons utilisée. Vous remarquez que cette bordure d'encadrement va s'appliquer à la sélection, elle va encadrer la sélection. Petite astuce donc pour pouvoir appliquer cette petite bordure de séparation verticale, sélectionnez en deux fois ces deux cellules, d'abord la première et à l'aide de la touche CTRL CTRL, vous sélectionnez la seconde, puis vous cliquez sur l'outil bordure et vous remarquez du coup que la bordure s'applique bien à la multisélection, tout d'abord à la première cellule, puis à la seconde. On a donc une bordure extérieure pour cette cellule avec un trait de séparation entre les deux, conforme au modèle. Nous faisons donc de même pour les titres, nous les sélectionnons ensemble mais à l'aide de la touche CTRL et nous les cliquons l'une après l'autre. Du coup, lorsque nous cliquons sur l'outil bordure, vous voyez qu'en un clic, nous obtenons bien les bordures souhaitées.
Donc si nous reproduisons ce schéma, nous allons sélectionner pour la première colonne directement les cellules à l'aide de la touche CTRL. La deuxième colonne, à l'aide de la touche CTRL, toujours enfoncée, la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Comme cet outil est une bordure extérieure, elle va s'appliquer à l'extérieur de cette sélection, à l'extérieur de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, sans faire de quadrillage interne. Illustration, nous cliquons, et vous voyez que en une fois, nous obtenons bien toutes les bordures des colonnes du tableau. Donc il s'agit d'une façon optimisée et productive de réaliser de la mise en forme dans Excel avec quelques astuces, en l'occurrence ici, la touche CTRL du tableau. Ensuite, il nous reste à nous occuper de la dernière ligne, qui ressemble étrangement à la première. Donc nous allons commencer par la saisie, solde au 29/05/2000X, que nous validons par CTRL-Entrée, et comme tout à l'heure, que nous pourrions fusionner directement sur l'ensemble des cellules. Mais vous allez voir qu'il y a mieux à faire. Alors au fait, ici tout à l'heure, c'est une erreur, nous avions reproduit, répercuté ces valeurs. Ces valeurs, c'était pour simplifier la saisie, ne doivent pas être répercutées car elles doivent être calculées. Donc nous les supprimons. Le solde qui est ici devra lui aussi être calculé en fonction des débits et des crédits, c'est-à-dire des opérations réalisées sur le compte, en partant du solde d'origine. Je vous le disais, cette cellule et cette cellule ont la même mise en forme, donc plutôt que de refaire les opérations, nous allons prélever la mise en forme de cette cellule en la cliquant, puis en cliquant sur le ruban accueil sur cet outil reproduire la mise en forme, et une fois qu'il est activé, nous allons l'appliquer directement sur la cellule, ou plutôt les cellules de destination, comme ceci, et vous constatez que, en même temps que le texte est bien mis en gras, il est fusionné et il est centré sur la largeur de 4 cellules. Du coup, nous allons faire de même pour le solde au 29/05, même si nous n'avons pas encore le résultat numérique. Nous sélectionnons cette cellule, nous prélevons cette mise en forme, puisqu'il y avait déjà plusieurs opérations, et nous l'appliquons directement sur la cellule finale. Bien sûr, nous obtenons bien les bordures, mais si vous saisissez une valeur, vous remarquez que vous saisissez la valeur exactement dans la même mise en forme que celle qui a été empruntée à la cellule d'origine. Donc voilà encore une méthode qui permet et de gagner du temps et aussi de réaliser des opérations homogènes, c'est-à-dire strictement les mêmes mises en forme sans ne rien oublier en un temps record. Il s'agit maintenant que vous constatez que le tableau est vraiment identique au niveau de sa construction et de sa mise en forme, il s'agit donc de réaliser le calcul. Rien de plus simple. Nous avons un solde au départ et des opérations de débit et de crédit. Tout ce qui est débit doit être soustrait, tout ce qui est crédit doit être ajouté. Souvenez-vous, dans Excel, pour réaliser un calcul dans la cellule, nous commençons par sélectionner la cellule, nous débutons le calcul par le symbole égal, puis nous sélectionnons les cellules du calcul, car dans Excel, nous ne faisons des calculs que sur des variables et non des constantes. Donc nous ne tapons pas 3723,28, car si la valeur du solde change, les résultats du calcul ne changeraient pas. En prenant des références de cellules, si le solde change ou les débits changent, les résultats de calcul se mettent à jour. Nous avons alors un tableau tout à fait fonctionnel et dynamique. C'est l'intérêt d'Excel. F5 donc qui est le solde, moins le débit ici. Et si nous voulons poser le calcul dans son intégralité, nous ajoutons les crédits, bien qu'à ce stade, ils soient nuls. L'objectif est que lorsque nous répercuterons la logique de calcul, s'il y a un crédit, il soit pris en compte dans le calcul. Nous pouvons valider ce calcul par CTRL-Entrée pour obtenir un résultat tout à fait logique. 3723 moins 56,80 donne bien 3666,48. Dans Excel, comme nous l'avons appris, logiquement, pour reproduire la logique d'un calcul sur l'ensemble des cellules, nous tirons la poignée du calcul. Mais là, nous avons une première surprise. La première surprise est que ce calcul ne fonctionne pas, et c'est tout à fait logique. Et la deuxième, c'est que quand on tire la poignée, vous remarquez qu'en même temps que vous répercutez le calcul, vous répercutez la mise en forme de la cellule, en l'occurrence ici, une bordure supérieure mais pas inférieure. Donc la mise en forme est cassée. Nous pouvons pallier le problème, nous verrons comment. Nous allons donc annuler ce calcul après avoir constaté pourquoi il ne fonctionne pas. Sur la cellule du départ, nous prenons bien le solde du départ auquel
nous soustrayons le débit et nous ajoutons le crédit. Jusque-là, pas de souci. Lorsque vous tirez la poignée vers le bas, vous vous déplacez une ligne plus bas. Donc, Excel va reproduire cette logique du calcul en allant choisir les références des mêmes colonnes, mais une ligne plus bas. Alors, le F5 devient F6, ça veut dire que le solde du départ n'est plus le solde, mais cette cellule de texte solde. On ne peut pas faire d'opération sur du texte. De plus, l'objectif est bien de reprendre le calcul par rapport au solde. Forcément, ça conduit à une erreur. Moins D8 plus E8, oui, cette fois-ci c'est bon, car ce tableau étant agencé en colonne, hormis pour le solde de départ, ensuite Excel doit bien suivre la logique de calcul. À cause de cette cellule de texte intercalée, nous ne pouvons donc pas tirer la poignée du calcul. Nous annulons donc notre opération par CTRL Z par exemple, encore un raccourci clavier, rappelé dans ce support sur les raccourcis qui est présent sur le site. Il y a certes ce premier calcul à effectuer, et pour pouvoir ensuite reproduire la logique, eh bien, nous devons le faire une deuxième fois en fonction de ce nouveau solde calculé, car ensuite il n'y a plus de cellules de texte intercalées. Ça veut dire que nous pourrons bien tirer la poignée vers le bas de manière à ce que Excel déplace les références des cellules du calcul une ligne plus bas à chaque fois qu'il se déplace. Égale le nouveau solde auquel nous enlevons moins le débit et auquel nous ajoutons le crédit. Nous pouvons valider par contrôle entrée ce calcul. L'intérêt du contrôle entrée est de conserver la cellule active pour, dans la foulée, pouvoir tirer sa poignée, et cette fois-ci, comme vous le constatez, les calculs sont parfaitement reproduits. Nous avons perdu la mise en forme qui est située juste en bas du tableau. Qu'à cela ne tienne, nous cliquons sur la balise active pour demander à Excel de recopier les valeurs sans la mise en forme. Nous obtenons bien les résultats du calcul avec les formules et la mise en forme qui n'a pas été altérée. Pour connaître le résultat exact d'une cellule, le contenu exact plutôt d'une cellule, eh bien, il faut la sélectionner et consulter sa barre de formule. Certes, le résultat livré par cette cellule est bien 2991,10 €, mais son vrai contenu est dynamique, c'est la cellule F9, ça veut dire le solde précédent, auquel nous enlevons des 10, ça veut dire le débit, et auquel nous ajoutons le crédit, ici qui est à 0. Et vous voyez que sur la cellule du dessous, nous allons prendre de nouveau l'ancien solde, F10, ça veut dire que la logique du calcul est bien répercutée au fur et à mesure que le calcul se déplace une ligne plus bas, auquel nous enlevons ici D11, c'est-à-dire un débit nul, et auquel nous ajoutons notre premier crédit, qui était prévu dans notre formule E11, c'est pourquoi nous avons bien un solde qui progresse. Au final, il ne nous reste plus qu'à calculer le solde en l'état, c'est-à-dire au 29,05, il suffit simplement de récupérer la valeur du dernier solde calculé, donc c'est un égal pour conserver une liaison entre les deux cellules, et la cellule cliquée. Nous validons par contrôle entrée, et nous obtenons bien, comme nous l'avions dit tout à l'heure, le résultat mis en forme. Ce qu'il faut bien retenir dans cette philosophie de calcul Excel, c'est que tous ces calculs bâtis sur des variables sont dynamiques. Illustration, si ici nous ajoutons une opération, c'est-à-dire un crédit, une entrée d'argent sur le compte de 150, vous allez constater à validation que d'une part, cette valeur va se mettre à jour, puisque nous allons ajouter 150 €, donc toutes les valeurs du dessous qui lui sont liées, puisque elles repartent de l'ancien solde, vont se mettre à jour, ainsi que le solde final. Nous validons, et vous constatez, en effet, que toutes les valeurs ont été instantanément et dynamiquement mises à jour grâce au calcul réalisé sur des variables. Je vous rappelle de même que le format d'une cellule, en l'occurrence ici le format monétaire, ne doit pas être écrit dans la cellule, il doit être appliqué. Ensuite, nous devons nous occuper de la feuille du calcul des bénéfices en partant du modèle, c'est-à-dire de celui-ci. Vous remarquez qu'il s'agit d'un tableau que nous devons dans un premier temps mettre en forme, et sur lequel il faut, pour une entreprise, sur un semestre complet, calculer la somme des chiffres d'affaires réalisés par mois, ainsi que la somme des charges, de manière à pouvoir calculer le total des charges et le total du bénéfice résultant de la soustraction entre le chiffre d'affaires et le total des charges. Et puis nous ferons de même pour les résultats en colonne. Nous allons donc commencer
par la mise en forme de ce tableau, qui est on ne peut plus simple. Vous remarquez concernant la cellule titre du titre que celle-ci est encore une fois fusionnée sur la largeur du tableau. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Qu'il y a une mise en forme avec une couleur de police, avec un attribut gras et avec une bordure. Nous commençons par sélectionner l'ensemble des cellules sur la largeur du tableau. Nous cliquons, comme toujours, sur le bouton fusionner et centrer pour obtenir un texte qui est centré sur la largeur des cellules fusionnées. Ensuite, nous allons appliquer les opérations de mise en forme. Une fois encore, pas nécessaire de dérouler ces boutons, puisque par défaut, Excel vous propose les dernières fonctionnalités utilisées. Si ce ne sont pas les mêmes, en revanche, vous allez directement cliquer sur la flèche pour pouvoir choisir. La dernière opération, si vous remarquez bien la mise en forme du tableau d'origine, est que la hauteur de cette ligne 3 a été légèrement augmentée. Par défaut, dans Excel, un texte est aligné en bas à gauche d'une cellule. Cette fois-ci, il est bien centré sur la largeur. Nous allons le centrer sur la hauteur avec le bouton aligné au centre du groupe alignement du ruban accueil. Et vous voyez que le texte est légèrement remonté. Concernant les autres textes, eh bien, c'est très simple, puisqu'il s'agit de leur appliquer juste une mise en forme avec du gras, avec une couleur de police et un fond vert légèrement plus foncé. Donc nous sélectionnons l'ensemble des cellules sans nous poser de questions, nous changeons la couleur de police, nous changeons le fond, nous les mettons en gras. De mémoire, il n'y a pas d'alignement à modifier, c'est effectivement le cas. Nous nous soucierons des bordures après. Lorsque nous revenons sur notre tableau modèle, vous remarquez que l'ensemble des cellules de cette colonne, bien que certaines couleurs changent, doivent être mises en gras. Donc nous les sélectionnons et nous les mettons en gras. C'est la même remarque concernant tous les résultats de calcul. Donc nous pouvons sélectionner les deux lignes des résultats de calcul et avec la touche CTRL, les cellules de la colonne totale, puis mettre en gras. Il s'agit, par anticipation, d'attribuer maintenant des couleurs. Il y a une couleur légèrement orangée pour le total des charges et violette pour le bénéfice afin de bien les distinguer. Donc nous sélectionnons les lignes indépendamment. Nous attribuons cette fois-ci en déroulant le bouton police une couleur orangée assez foncée et nous faisons de même en ce qui concerne la ligne bénéfice avec une couleur violette assez foncée comme c'est le cas ici. Concernant les bordures, c'est très simple, vous remarquez que il s'agit de bordures fines avec un quadrillage interne. Contrairement à la bordure épaisse que nous avons utilisée précédemment, il n'est pas nécessaire de faire des multisélections car l'outil bordure nous propose de réaliser une bordure externe fine avec un quadrillage intérieur. Nous sélectionnons donc toute la plage et nous appliquons à cette plage de cellules sélectionnées l'option toutes les bordures. Vous remarquez le quadrillage interne pour obtenir le résultat similaire au modèle. Il convient maintenant d'appliquer le format monétaire à toutes les cellules numériques, y compris les résultats des calculs qui ne sont pas encore effectués. Par anticipation, nous sélectionnons donc toutes les valeurs numériques. Nous pouvons encore une fois passer par ce bouton format nombre comptabilité qui par défaut applique le format monétaire en vigueur dans le pays ou chez nous l'Union européenne, ou au clavier CTRL M comme monique, qui permet, ou monétaire, d'appliquer le format monétaire, c'est-à-dire le format euro. Je vous rappelle que ce symbole n'est pas écrit dans la cellule. Si vous la sélectionnez et que vous consultez sa barre de formule, elle contient en réalité 7800. Le symbole euro et les deux décimales sont un format appliqué par le format monétaire. Il s'agit maintenant de calculer les sommes, c'est-à-dire les sommes pour les chiffres d'affaires, pour les charges fixes et les charges variables pour cette entreprise au premier semestre. Certes, nous pouvons, comme tout à l'heure, sélectionner la première cellule du calcul. Nous pouvons passer par le bouton somme automatique et vous voyez que fort logiquement, comme il n'y a pas de rupture dans la présentation, Excel vous demande confirmation avant validation. S'agit-il bien de ces 6 cellules à sommer? C'est bien le cas. Nous validons par contrôle entrée et nous pouvons tirer la poignée sur les 3 cellules du dessous. Vous remarquez que toutes les sommes sont cohérentes et bien effectuées, que nous avons bien la mise en forme que nous avions prédéfinie avant même les calculs. Il y a une autre façon, lorsque ces tableaux
ont une présentation logique comme celui-ci pour réaliser ces sommes encore plus simplement. Elle consiste, cette méthode, à présélectionner l'ensemble des valeurs à sommer et de montrer à Excel où positionner dans la sélection les résultats de ces calculs en ligne, c'est-à-dire ces 3 cellules vides. Comme il n'y a plus d'ambiguïté, lorsque vous cliquez sur le bouton Somme automatique, sans question intermédiaire, Excel vous livre tous les résultats des calculs. D'ailleurs, vous constatez qu'ils sont identiques aux précédents. En un seul clic, si vous aviez 50 lignes, un seul clic aurait suffi à obtenir les 50 résultats dynamiques, puisque, encore une fois, ici nous obtenons, si vous consultez la barre de formule, donc un contenu avec une formule Excel qui est la fonction somme d'Excel, qui pour réaliser l'addition des valeurs demande, entre parenthèses, la plage de cellules correspondant aux valeurs à sommer. Ça veut dire que cette fonction somme, lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous devez cliquer et glisser les cellules qui doivent être additionnées. Nous allons faire exactement la même façon pour calculer ici le total des charges, c'est-à-dire les charges fixes plus les charges variables par mois. C'est très simple, la même méthode. Nous sélectionnons toutes les valeurs à sommer, comme ceci, sans inclure bien sûr le chiffre d'affaires, et nous montrons dans la sélection à Excel à quel endroit mettre les résultats. Nous incluons même la colonne totale puisque nous allons sommer le total des charges pour lui indiquer que ces sommes doivent être réalisées en colonne puisque nous lui montrons bien où mettre les résultats dans les cellules vides dans la ligne du dessous. Nous pouvons recliquer sur le bouton somme automatique ou encore une astuce au clavier, réaliser le raccourci Alt égal. Et vous voyez que en instantané, nous obtenons bien la somme des charges dans la ligne du total des charges. Elles sont tout à fait cohérentes. Il n'y a pas de problème dans les résultats de calcul. Notez l'apparition d'une petite coche sur les cellules, tout simplement parce que Excel vous informe d'une erreur de calcul potentiel dans la mesure où ici, la logique habituelle n'est pas respectée. Excel vous suggère que la formule omet les cellules adjacentes. En effet, le chiffre d'affaires dans la logique habituelle du calcul. Mais il ne s'agit pas d'une erreur. Nous avons fait cela en connaissance de cause, puisqu'il s'agissait de sommer uniquement les charges. Donc nous allons demander à Excel d'ignorer cette erreur en sélectionnant toutes les cellules incriminées, en cliquant sur la balise active et en choisissant ignorer l'erreur. Et vous voyez que ces petites annotations disparaissent. Le dernier calcul est on ne peut plus simple, puisque le bénéfice est tout simplement le chiffre d'affaires moins la somme des charges. Idem pour la colonne totale, qui nous permettra d'obtenir le bénéfice total obtenu. Donc, encore une fois, nous pourrions réaliser le calcul uniquement dans cette cellule, puis tirer la poignée pour reproduire la logique sur les colonnes à sa droite, ou bien c'est une astuce qui permet de gagner du temps et du confort. Nous présélectionnons l'ensemble des cellules sur laquelle la logique de calcul est la même. Et nous tapons égal, et vous remarquez que par défaut dans une plage de cellules, Excel considère que la première cellule de la plage est la cellule active, et nous tapons cette formule pour la première cellule. Le chiffre d'affaires que nous cliquons, il s'agit bien de variables auxquelles nous enlevons moins le total des charges précédemment calculées. L'objectif pour répliquer ce calcul sans tirer la poignée consiste à valider encore une fois le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. En une action, vous obtenez tous les résultats. L'autre avantage du CTRL-Entrée est de pouvoir répliquer la logique du calcul sur l'ensemble des cellules présélectionnées sans répliquer la mise en forme, ce qui permet de ne pas détruire les bordures et les mises en forme éventuelles du tableau lorsqu'elles ont été prédéfinies. Donc nous avions bien ici la soustraction effectuée sur le chiffre d'affaires total des charges de la colonne C entre la ligne 6 et la ligne 9. Remarquez, grâce au contrôle entrée et à la plage présélectionnée, qu'Excel a fort logiquement décalé la logique de son calcul sur la colonne à sa droite, c'est-à-dire la colonne D pour les lignes 6 et 9. Et si nous allons un peu plus loin, en colonne H, Excel a bien reproduit la logique du calcul. Ici, nous pourrions, puisqu'il s'agit du bénéfice total pour le semestre, forcer légèrement la taille de la police. Vous remarquez du coup que Excel affiche des dièses, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement que
le résultat devient trop grand en largeur par rapport à la taille de la cellule. Donc plutôt que de tronquer l'information numérique, ce qui pourrait conduire à des erreurs d'interprétation, Excel vous en informe, et vous remarquez d'ailleurs l'infobulle qui, elle, vous livre le résultat complet. Une méthode très simple pour réajuster une colonne à son contenu le plus grand consiste à se placer à l'intersection des étiquettes de colonnes comme ceci et à double-cliquer. Et vous voyez qu'en instantané, Excel va ajuster la largeur de colonne à son contenu le plus grand pour une mise en forme comme celle-ci qui fait bien ressortir le résultat que nous souhaitions obtenir. Je vous rappelle une remarque que nous avons faite tout à l'heure, lorsque les données du problème changent, tous les calculs qui sont bâtis sur des variables se mettent à jour instantanément. Ici, si les charges passent d'un seul coup à 10 000, vous allez constater à validation que forcément le bénéfice total va être amoindri, que le total des charges va augmenter, et forcément que le résultat du bénéfice total va se mettre à jour lui aussi. Nous validons. Vous remarquez en effet que le total des charges a fortement augmenté, que le bénéfice a largement diminué et que le bénéfice total a bien été mis à jour. Donc nous avons un tableau Excel qui est joliment mis en forme avec les techniques adéquates et surtout qui respecte sa philosophie sur des calculs dynamiques basés sur des variables. Au passage, nous avons bien utilisé des méthodes qui permettent d'optimiser tous ces calculs pour les faire en un minimum de clics. Nous passons à l'exercice suivant qui consiste toujours à réaliser une mise en pratique de toutes ces notions que nous apprenons au fur et à mesure, toujours dans la philosophie des calculs simples, pour constater comme d'habitude que nous avons un titre qui est fusionné sur une largeur de 6 colonnes, c'est-à-dire la largeur du tableau. Nous commençons comme d'habitude par sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles fusionner le titre, puis nous cliquons toujours sur ce bouton et nous en profitons pour faire sa mise en forme comme d'habitude en utilisant les dernières fonctionnalités proposées par Excel utilisées, sauf pour la bordure, puisque nous avions utilisé tout à l'heure un quadrillage. Donc nous déroulons son outil pour choisir une bordure épaisse externe. Et vous voyez que nous avons déjà un titre qui est mis en forme conformément au modèle proposé. Ensuite, si nous regardons le modèle, nous constatons que tous les titres du tableau sont mis en gras. Ça, c'est une première chose. Donc, nous les sélectionnons et nous pouvons les mettre en gras. Mais nous remarquons qu'ils débordent, puisque ces textes sont légèrement trop grands par rapport à la largeur des cellules. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, nous pourrions choisir d'élargir ces colonnes. Sauf que, hormis les titres, tout le reste du contenu est vraiment restreint. Ça veut dire que si nous augmentions la largeur des colonnes, eh bien nous aurions des largeurs de colonnes qui seraient démesurées par rapport au contenu qu'elles possèdent. Ce ne serait pas très joli. Nous allons préférer, comme le propose le modèle, mettre ce texte sur plusieurs lignes lorsque le texte déborde. Pour ce faire, nous présélectionnons les cellules et nous cliquons sur ce bouton qui désormais figure directement sur le ruban dans Excel. Dans les versions plus anciennes, il fallait passer par une boîte de dialogue d'alignement pour pouvoir renvoyer automatiquement les textes à la ligne. Sachez que au clavier, pendant la saisie, vous pouvez imposer le retour à la ligne par le raccourci clavier Alt-Entrée. Vous remarquez que tous ces titres sont alignés à droite pour suivre l'alignement des valeurs numériques qui seront présentes dans ces colonnes. Donc nous en profitons pour les aligner sur la droite. Et puis, dernière remarque, ils sont certes alignés à droite, mais centrés verticalement, c'est-à-dire dans la hauteur de la cellule, pour les textes qui ne sont pas saisis sur deux lignes. Forcément, deux lignes augmentent la hauteur de la ligne automatiquement. Donc, nous choisissons d'aligner au centre, dans la hauteur de la cellule, pour remonter le texte bénéfice hors taxe. Nous remarquons ensuite que tous les titres de la colonne B sont en gras. Nous les sélectionnons, rien de plus simple, et nous les passons directement en gras avec le bouton du ruban accueil comme ceci. Puis, il s'agit ensuite de passer toutes les valeurs numériques au format monétaire. Nous les sélectionnons comme d'habitude. Nous pouvons cliquer sur le bouton du ruban ou réaliser le raccourci CTRL-M. Lorsque nous revenons, nous constatons que la marge unitaire est en gras. Même si les calculs ne sont pas faits, rien ne nous empêche de prédéfinir la mise en forme, si bien que lorsque les valeurs apparaîtront, elles apparaîtront dans la mise en forme prédéfinie. Nous pourrions même, car là, nous pouvons penser que ça manque, mettre la colonne bénéfice hors taxe, là aussi,
en gras. Il nous reste à appliquer les bordures, très simple, sauf que, contrairement à tout à l'heure, même s'il y a un quadrillage interne, nous ne pouvons pas sélectionner tout le tableau parce que lorsque nous l'appliquons, vous remarquez que la première cellule en haut à gauche possède du coup une bordure, ce qui n'est pas demandé dans le modèle. Alors, c'est très simple. Selon la philosophie que je vous énonce depuis le début, des sélections s'appliquent à des plages de cellules. Nous souhaitons une bordure externe avec un quadrillage intérieur pour ces cellules et touche contrôle toutes ces cellules. Une fois que ces deux sélections sont faites indépendamment avec la touche contrôle, nous pouvons cliquer sur le bouton quadrillage de manière à obtenir effectivement une bordure externe fine et un quadrillage intérieur sans inclure la cellule en haut à gauche qui n'avait pas été sélectionnée avec les deux plages. Si nous revenons au modèle, nous constatons ici qu'il s'agit de mettre le texte en gras sur deux lignes et de faire une mise en forme un peu particulière pour le résultat final de cette société qui réalise des ventes en ligne de produits parapharmaceutiques. Pour cette cellule, rien de plus simple, nous mettons en gras, nous demandons de renvoyer à la ligne automatiquement et nous obtenons déjà le résultat final. Et puis, pour celle-ci qui n'a pas encore de résultat de calcul, il faut la mettre dans une couleur de police violette, un fond vert légèrement plus foncé, en gras, augmenter la taille de sa police, et puis, ne pas l'oublier, car là ce n'est pas visuel, la mettre au format monétaire, soit avec le raccourci clavier, soit avec le bouton du ruban. Lorsque nous revenons sur le modèle, dernière petite chose, il faut faire une bordure externe fine avec un quadrillage. Nous sélectionnons les deux cellules, nous cliquons sur le dernier choix du bouton bordure, et nous obtenons bien une mise en forme fidèle. Comme vous le constatez, la seule chose qui change ici est le fait que, voilà, on est bien calé, il y avait une ligne que nous avions fait défiler vers le haut. Donc comme je vous le disais, il reste à réaliser les calculs. Ils sont très simples à faire ici, puisque ce tableau présente les ventes en ligne d'une société Paranet de produits parapharmaceutiques dont la désignation est donnée en première colonne selon un prix d'achat hors taxe et un prix de vente en ligne. Et donc le premier calcul consiste à réaliser le calcul de la marge unitaire, c'est-à-dire la soustraction du prix de vente par le prix d'achat. Nous pouvons présélectionner l'ensemble des cellules, taper égal comme nous l'avons fait précédemment. Pour la première cellule, indiquer la première variable du calcul, le prix de vente auquel nous enlevons, symbole moins du pavé numérique, le prix d'achat. Pour répercuter cette logique du calcul en les déplaçant sur les lignes du dessous présélectionnées, nous validons par contrôle entrée. Instantanément, nous obtenons bien tous les résultats. Vous êtes d'accord que 12 moins 7 fait bien 5, qu'encore une fois, si nous augmentons le prix de vente de cet article, arbitrairement, nous obtenons bien une marge unitaire qui se met à jour instantanément du fait que le calcul a été bâti sur une variable. Pour le calcul du bénéfice hors taxe, c'est très simple puisque il s'agit de la marge unitaire, ça veut dire la marge réalisée pour chaque article multipliée par la quantité vendue pour chacun de ces articles. Alors, ici, il y a une petite erreur que je n'avais pas notée, d'ailleurs, qui est présente sur le modèle. Il ne faut pas de format monétaire ici, puisqu'il s'agit de quantité vendue. Mais c'est très bien, ça nous permet justement de voir comment nous pouvons corriger un problème de formatage. Ici, il s'agit de sélectionner les cellules incriminées, et puis de cliquer sur la flèche de la liste déroulante dans le ruban accueil et de choisir pour les formats de nombres un format numérique standard, ça veut dire sans devise, sans unité de mesure, il s'agit d'une quantité, et nous pouvons le refaire sur le modèle tant qu'à faire. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir comment corriger une erreur dans ces conditions-là. Pour le calcul du bénéfice hors taxe, donc il s'agit de multiplier la quantité vendue par article par la marge unitaire par article. Nous présélectionnons l'ensemble des cellules du calcul, nous cliquons la première variable du calcul, nous multiplions avec l'étoile du pavé numérique par la marge unitaire, seconde variable du calcul, et nous répercutons et validons ce calcul par contrôle entrée pour obtenir tous les résultats. Le dernier calcul n'est plus qu'une formalité, puisqu'il s'agit de connaître le bénéfice total réalisé pour l'exercice en cours pour cette société de vente en ligne, c'est une somme. Alors, contrairement à tout à l'heure, comme il y a une rupture à cause de cette ligne vide ici, nous pourrions effectivement sélectionner l'ensemble des cellules pour lui indiquer où mettre le résultat,
Vous voyez que Excel est relativement intelligent puisqu'il comprend que c'est bien la dernière cellule du calcul dans laquelle nous devons déposer le calcul après le clic, mais pour éviter toute erreur dans des contextes qui ressemblent à celui-ci, il est encore plus conventionnel de sélectionner la cellule du calcul et de le faire à l'ancienne. Nous cliquons sur le bouton somme automatique pour appliquer la fonction somme sur une plage de cellules à redéfinir, puisque vous voyez que Excel vous propose d'inclure la cellule vide dans le calcul. En l'occurrence ici, ce n'est pas le cas. Cette cellule vide est une cellule de démarcation. Donc à la souris, avant de valider, nous redéfinissons la plage de cellules, la somme de la cellule G6 à la cellule G10. C'est ainsi que fonctionne la fonction somme, et c'est vrai pour bon nombre d'autres fonctions Excel, comme par exemple la fonction moyenne. Nous validons par contrôle-entrée, et vous constatez que le résultat obtenu est bien sensiblement identique. On pourra dire même que notre résultat atteint est mieux que le modèle. La dernière chose à faire ici dans la hauteur de la cellule, centrée verticalement. Nous allons passer à notre dernier exercice pour la mise en pratique qui consiste à mettre en forme une petite feuille de facturation d'une société qui vend du matériel informatique comme c'est proposé sur le modèle, pour toujours mettre en pratique des notions de construction de tableaux et de mise en forme un peu spécifiques que nous avons déjà réalisées au travers de ces 3 feuilles, et puis au final faire des calculs là encore très simples, histoire de continuer à nous familiariser. Comme toujours, aucune surprise, nous avons notre titre qui est bien centré sur la largeur du tableau conventionnel. Nous sélectionnons toutes les cellules, nous les fusionnons et centrons, nous attribuons une couleur de police, une couleur de fond, nous la mettons en gras, c'est un titre, nous forçons sa taille de police, tout ça dans l'enchaînement. Nous pourrions d'ailleurs faire une macro, il y a un support sur les macros dans Excel, pour pouvoir enregistrer une bonne fois pour toutes ces opérations de mise en forme qui s'enchaînent et qui sont identiques. Ça veut dire qu'un clic sur un bouton de macro permettrait de faire ça en une seule fois. Puis, nous attribuons avec la flèche une bordure épaisse externe, et nous allons remonter dans la hauteur ce titre grâce au bouton qui permet de centrer verticalement. Nous avons déjà la mise en forme du titre. Concernant la première ligne du tableau, vous remarquez que tous les titres sont bien mis en gras et qu'en même temps, nous changeons la couleur de police en violet qui est proposée par défaut. Grâce à nos derniers choix, nous la mettons en gras, et pour certains, ils doivent être renvoyés à la ligne automatiquement, comme c'est le cas ici. Vous remarquez aussi que, comme toujours, toutes les colonnes de texte sont alignées à gauche, par contre les nombres par défaut dans Excel sont alignés à droite. Nous allons en profiter pour faire de même pour leur titre, histoire de conserver de la cohérence dans la présentation. Il serait ensuite nécessaire, toujours pour obtenir une mise en forme plus jolie, de remonter les textes sur une ligne dans la hauteur de la ligne, toujours après avoir présélectionné en cliquant sur le bouton aligné au centre. Et vous voyez qu'en quelques clics, nous obtenons rapidement notre résultat. Concernant les données du tableau facture, nous devons mettre en gras les références, la colonne donc, puis les résultats des prix unitaires, puis éventuellement, même si ce n'est pas proposé ici, le montant hors taxe de la facturation par article. Donc, pour ce faire, toujours la touche contrôle, nous présélectionnons la première plage de cellules, puis la deuxième, touche contrôle, puis la troisième. Et nous cliquons sur le bouton G du ruban accueil pour que toutes ces valeurs soient instantanément mises en gras plutôt que de devoir le faire 3 fois de suite. Ensuite, il s'agit d'appliquer des formats numériques, en l'occurrence euros et pourcentage, à l'ensemble des valeurs du tableau, ou presque. Ces 2 colonnes doivent apparaître au format monétaire, ainsi que celle-ci. Nous les présélectionnons ensemble avec la touche CTRL pour faciliter le travail. Nous pouvons cliquer directement sur le bouton format nombre comptabilité du ruban ou le CTRL M au clavier, qui est le raccourci qui permet d'aller plus vite. Et puis, pour les donner au format pourcentage, nous allons les présélectionner et tant qu'à faire avec la touche CTRL, inclure dans la sélection les 2 autres cellules de pourcentage, puis cliquer sur ce bouton du ruban accueil style de pourcentage, et vous voyez que en instantané, nous obtenons les valeurs avec une présentation beaucoup plus parlante, puisqu'il s'agit en l'occurrence soit de taux de remise, soit de charges à appliquer sur des résultats de calcul à réaliser. Nous pouvons ensuite jouer sur le nombre de décimales, plus ou moins grand, directement avec ces boutons,
du ruban accueil. En l'occurrence ici, la précision ne nous intéresse pas, car tous ces pourcentages n'ont pas de décimale. Nous allons pouvoir commencer les calculs après avoir terminé une mise en forme qui s'avère relativement simple, puisque si vous regardez le modèle, ici pour l'ensemble du tableau, donc une sélection complète et réaliser une bordure fine avec un quadrillage interne. Il n'y a que celui-ci qui est un peu plus spécifique. Vous remarquez que tous les titres ici sont fusionnés sur une largeur de 2 colonnes, puis sont ramenés sur la gauche pour leur alignement et sont mis en gras. Donc nous allons faire ici une première fusion et ensuite appliquer une astuce intéressante, vous allez le constater. Nous fusionnons ce titre sur une largeur de 2 colonnes. Du coup, il se centre. Donc, nous l'alignons à gauche, puis nous le mettons en gras. Et nous devrions refaire l'ensemble de ces 3 actions pour l'ensemble des cellules qui suivent. Ou alors, il aurait fallu les présélectionner ensemble grâce à la touche CTRL. Autre possibilité, autre astuce, il s'agit ici de prélever la mise en forme de cette cellule en double-cliquant sur l'outil reproduire la mise en forme. Le double-clic permet de reproduire la mise en forme d'une cellule en cascade, alors que par défaut, avec un seul clic sur cet outil, vous ne reproduisez la mise en forme qu'une seule fois. L'outil, comme vous le remarquez, est toujours actif, c'est ce qu'indique le symbole qui accompagne le curseur. Pour le désactiver, vous enfoncez la touche échappe du clavier. Nous avons donc déjà une mise en forme qui se rapproche en ce qui concerne les titres du tableau. Il s'agit maintenant de faire les bordures avec un quadrillage certes sur la hauteur des lignes, mais pas de séparation sur les cellules qui sont fusionnées ici entre les titres et le pourcentage. Donc cela signifie que comme une bordure s'applique à l'ensemble d'une sélection, il faut pouvoir réaliser la sélection en fonction des bordures, en l'occurrence du quadrillage que nous allons choisir là. En conséquence, telles que nos cellules sont sélectionnées par la touche CTRL avec la souris, vous remarquez que le quadrillage que nous appliquerons se fera bien pour cette sélection avec une séparation à la verticale ici, puis une séparation à l'horizontale sur les lignes, et ainsi de suite. Illustration, lorsque vous cliquez avec le bouton de la souris sur... Alors ici nous avons un petit souci dans la mesure où Excel n'aurait pas dû effectivement nous rajouter de quadrillage interne. Ah oui, ça vient tout simplement du fait, voyez-vous, que nous obtenons ici une cellule qui est fusionnée avec une séparation. Donc Excel nous rajoute cette bordure de quadrillage interne, c'est tout à fait logique, dans la mesure où ces cellules ne font pas qu'une. Donc il va falloir, nous recommençons, la sélection était la bonne. C'est intéressant justement d'avoir commis l'erreur pour comprendre pour quelle raison nous avons obtenu ce résultat. Le quadrillage interne, du coup, rajoute cette bordure que nous ne voulons pas. Nous allons choisir tout simplement une bordure fine extérieure. Et cette fois-ci, vous remarquez que nous obtenons bien le résultat escompté. Donc toujours raisonner par rapport à la sélection qui est effectuée. Et si vous remarquez le résultat à atteindre, vous constatez que la bordure extérieure, quant à elle, est épaisse. Il est intéressant de le faire dans une chronologie bien précise, car si nous avions réalisé en premier la bordure extérieure épaisse, puis le quadrillage interne ici aurait remplacé les bordures extérieures épaisses par des bordures fines. Par contre, le fait de resélectionner l'ensemble après coup et d'appliquer une bordure extérieure épaisse, comme il s'agit d'une bordure extérieure, seule la bordure extérieure est changée et nous conservons bien notre quadrillage à l'intérieur. Ensuite, il s'agit de mettre ces valeurs en gras, donc nous les sélectionnons avec la touche CTRL. La dernière doit être forcée sur sa taille de police, donc nous allons l'augmenter à 14 avec une couleur violette comme ceci, et vous remarquez que tous les résultats ici doivent apparaître au format monétaire. Nous présélectionnons les cellules, nous cliquons sur le bouton format monétaire et nous sommes désormais prêts à réaliser des calculs qui sont un peu plus simples en commençant par le montant de la remise. On va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec la poignée. Le montant de la remise, c'est un calcul qui consiste à appliquer le pourcentage de la remise accordée sur un article au montant total acheté, c'est-à-dire au prix unitaire multiplié par la quantité. Nous débutons le calcul avec égal comme d'habitude. Nous cliquons sur la première variable du calcul, c'est-à-dire la remise, que nous multiplions par
le prix unitaire par la quantité. Jusque-là, pas de souci. Et nous obtenons bien un résultat fort logique de 1,02 €, puisque 2% c'est 2 € sur 100 €. 3 fois 17, ça fait 51, c'est-à-dire à peu près la moitié. La moitié de 2 € c'est 1 €. Donc, nous constatons par la même occasion que notre résultat est correct. Nous tirons la poignée de ce calcul pour reproduire la logique sur les cellules du dessous, si bien que Excel reproduit exactement ce calcul en suivant cette logique sur les colonnes qui ne bougent pas, mais les lignes qui sont incrémentées au fur et à mesure que la formule se déplace. En l'occurrence, pour la dernière, nous multiplions bien la remise de la ligne 9 par le prix unitaire de la ligne 9 par la quantité de la ligne 9. Concernant le montant hors taxe avec une autre méthode, c'est-à-dire sans la poignée, l'objectif est donc de pouvoir retirer le montant de la remise au montant total hors taxe, c'est-à-dire égal, le montant total hors taxe correspond au prix unitaire hors taxe multiplié par la quantité. Là, nous avons notre montant total hors taxe sans la remise, auquel nous soustrayons le montant de la remise précédemment calculé. Les parenthèses pour factoriser ici ne sont pas nécessaires, puisque en mathématiques, la multiplication est prioritaire à la soustraction. Ça veut dire que c'est d'abord ce calcul qui va être effectué, E6 par D6, prix unitaire par quantité. Une fois qu'il est obtenu, lui est soustrait le montant de la remise. Vous pouvez très bien ajouter les parenthèses, cela ne change rien. Nous obtenons bien le résultat, souvenez-vous, nous disions ici 3 fois 17, ça fait 51, 51 moins 1,02, ça fait bien 49,98. Le montant total brut hors taxe est bien une somme, maintenant nous savons le faire. Nous sélectionnons la cellule, nous cliquons sur le bouton somme automatique, nous réajustons la plage à sommer à cause de cette ligne intercalée histoire de présentation, nous le validons par contrôle entrée, nous obtenons un résultat encore une fois cohérent de la somme de tous les montants hors taxe pour cette facturation client. Il y a un taux de remise final par rapport à l'ensemble des articles achetés de 3%, c'est donc une multiplication égale le montant total hors taxe précédemment sommé multiplié par le taux de remise supplémentaire, et nous obtenons la remise à soustraire à ce montant total hors taxe acheté, une soustraction égale ce montant total hors taxe moins cette remise supplémentaire calculée. Petit à petit, notre facturation prend forme, puis, comme il s'agit de montant hors taxe, il faut présenter au client un montant net à payer, c'est-à-dire TTC. Donc, nous allons calculer le montant de la TVA dû aux charges de la TVA sur ce nouveau montant hors taxe que nous multiplions donc par le taux de TVA à 20%. Nous validons par contrôle entrée cette fois-ci. Bien entendu, il s'agit non pas de le soustraire, mais d'ajouter ce résultat au précédent pour obtenir le montant hors taxe auquel nous ajoutons les charges dues à la TVA. C'est une simple addition égale le montant hors taxe auquel nous ajoutons le montant des charges dues à la TVA précédemment calculées. Et nous obtenons effectivement notre résultat final. Ce qui change ici, ce sont certaines valeurs qui ont été modifiées entre temps. Vous voyez, ici nous avons 5% et sur le modèle 10%. Ici nous avons des charges qui sont identiques. Tout ça pour montrer en effet que, une fois encore, tous les calculs ainsi bâtis sur des variables vont se mettre à jour si vous changez les données du problème. Admettons que, exceptionnellement, nous accordions ici une remise de 10% au lieu de 5% pour les disques durs. Vous remarquez que le montant total hors taxe se met bien à jour avec le montant remisé, et forcément, ce changement de calcul implique des modifications sur toutes les sommes et calculs de pourcentage résultants, ainsi que le montant total hors taxe. Nous pourrions faire la même chose si, par exemple, nous modifions ici les quantités achetées de 3, nous passons à 10. Vous remarquez que tous les calculs se mettent à jour et que nous obtenons une facturation tout à fait dynamique et automatisée, avec une mise en forme très professionnelle pour pouvoir la livrer au client. Voilà donc pour cette mise en pratique de ces premières notions pour débuter avec Excel. J'espère que ces exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime sur la vidéo. Vous pouvez télécharger toutes les sources en suivant les liens qui sont donnés sur le site afin de pouvoir reproduire ces exercices pas à pas en suivant les descriptifs qui sont donnés. Je vous remercie.